Alors bonjour, je vais vous passer les préliminaires que fait normalement l'intervieweur. Alors aujourd'hui, on va parler de la structuration de la pensée. En première partie probablement, ça va dépendre à quelle vitesse je vais parler. Puis normalement, on va voir de quelle façon l'intelligence va utiliser les outils planétaires pour parvenir à s'exprimer. L'un des outils les plus utilisés, c'est la pensée, et la pensée, c'est quelque chose qui pirate énormément l'information de l'intelligence. Pour comprendre comment la pensée, qui souvent pour la majorité d'entre vous, vous représente, pour comprendre comment la pensée fait pour colorer l'information, puis fait finalement pour nous jouer régulièrement des tours, pour nous limiter, comme pour nous permettre une adaptation à la planète, il faut voir de quelle façon elle se structure. Il faut voir un peu les lois qui régissent sa naissance, sa croissance et ses modifications. Alors, on va se créer des idées, on va parler d'unités de communication. Et l'intelligence va d'ailleurs utiliser ces unités de communication-là pour pouvoir vivre une relation entre le monde de la réalité, le monde qui est limité ou qui est régi par le temps, ce que l'humain appelle la réalité, et l'intelligence, qui fait partie beaucoup plus de l'abstrait. Lorsque la pensée naît chez l'enfant, chez l'être humain, au départ, il y a les processus réincarnatifs. Les processus réincarnatifs sont des processus qui sont ajustés au corps de l'enfant. Donc, un enfant de 6 mois réincarne des mécaniques de pensée d'enfants de 6 mois. Alors, on peut, dans l'étude ou dans le développement de la conférence, éliminer la mécanique de la réincarnation. Pourquoi? Parce que la mécanique de la réincarnation suit exactement le profil de croissance de l'évolution de la pensée à l'intérieur du corps physique de l'enfant par rapport à ce qu'il va vivre ou par rapport à ses parents. Ça veut dire que la pensée naît chez l'enfant à un moment donné uniquement parce que l'enfant a des sens. Il a 5 sens physiques et il a une soixantaine de sens d'ordre vitalique ou astral. Il n'y a pas de mental. Au fur et à mesure que l'enfant va percevoir le monde par le biais de ses sens, il va devoir réagir, vivre, le corps va le faire lui-même, le corps va réagir en fonction des stimuli, et l'enfant va progressivement apprendre, c'est une mécanique qui est innée chez lui, qui est génétique, qui est réincarnationnelle, l'enfant va essayer d'apprendre à s'adapter au monde qu'il perçoit. Pour s'adapter au monde qu'il perçoit, l'enfant va entreprendre un processus qui est le processus de connaissance. Donc, l'enfant va commencer à essayer de connaître les choses. Il ne sait pas, il sait des choses. Il sait comment connaître, il sait comment têter, il sait comment faire certaines choses. Et au fur et à mesure de la croissance donc de son corps physique, l'enfant va savoir de nouvelles choses. Il va finir par savoir déglutir, donc il va cesser de baver. Au fur et à mesure que les cerveaux vont poursuivre leur maturation, au fur et à mesure que le corps physique, le système endocrinien va poursuivre sa maturation, l'enfant va avoir de nouveaux savoirs, c'est-à-dire que le corps physique va avoir la possibilité d'entrer en contact d'une façon plus intense avec l'intelligence, ce qui amène le savoir. Le savoir inné, le savoir, ce qu'on appelle souvent l'instinct, est un savoir relié à l'intelligence qui apparaît en fonction du corps physique, de ce qu'est le corps physique. Donc l'oiseau aura un savoir différent, il saura comment faire un nid, habituellement l'enfant saura comment le démolir. Bon. Lorsque l'enfant va cumuler son information, il sera confronté à différentes mécaniques. Mais ces mécaniques-là vont vous suivre toute votre vie. Et ces mécaniques-là sont des mécaniques qui, finalement, vont perturber la création de la pensée chez l'enfant. Ces mécaniques-là qui vont vous perturber toute votre vie vont être les mécaniques qui vont engendrer, en l'occurrence, les dissonances cognitives et qui vont engendrer, finalement, l'obligation qu'aura l'être humain d'hésiter pour faire des choix. C'est-à-dire que l'intelligence va entrer en contact et va structurer une partie des mécaniques cérébrales de l'enfant, mais en fonction, 1, de la génétique de l'enfant, donc des acquis héréditaires de l'enfant, 2, en fonction du harcèlement réincarnatif de l'enfant, donc des acquis héréditaires, mais psychologiques ou émotifs de l'enfant, et ensuite en fonction du milieu dans lequel va être implanté, dans lequel va être placé l'enfant.
Alors, si on est dans un milieu où l'enfant sera très sollicité par l'extérieur, un extérieur qui n'est pas capable d'être ordonné, l'enfant aura une grande difficulté à créer des structures ordonnées d'assimilation des événements ou des données, des informations de l'extérieur. Et ça va faire un enfant qui aura une structure très affaiblie au niveau de sa direction. Donc, ça va créer un enfant qui sera facilement et régulièrement en dissonance cognitive et qui aura de grandes problématiques après à faire des choix. On ne fait pas de choix, mais quand même, à faire des choix. Donc, ce sera un enfant qui sera hésitant. Et ça va devenir un adulte qui sera lui aussi très hésitant et, de par le fait même, très médiocre du point de vue de la qualité de la perception qu'il aura de ses possibilités. Donc, de lui-même. Il se sentira où il vivra une infériorité par rapport à lui, par rapport à la vie, par rapport aux événements et souvent par rapport à autrui. Si le milieu est un milieu très ordonné, un milieu où les individus autour de l'enfant sont capables de résoudre des problèmes, ont des structures métacognitives de résolution de problèmes qui sont régulièrement démontrées, l'enfant sera obligé, il va suivre, il y a un mimétisme, l'enfant va progressivement acquérir des structures de résolution de problèmes qui vont former les structures qui vont amener la pensée. Ce type d'enfant-là sera un enfant qui sera beaucoup moins dissonant du point de vue de ses informations, donc de ses connaissances. C'est un enfant qui sera beaucoup plus capable de faire le ménage dans ses connaissances, de rejeter des choses, d'être critique par rapport à des informations, d'altérer, de modifier d'autres informations pour les ajuster à une structure stable, équilibrée d'informations, donc rejetant la dissonance. Et c'est un enfant qui aura beaucoup plus de facilité apparemment à faire des choix. C'est-à-dire que c'est un enfant qui sera plus facilement manipulable par une voie de manipulation, alors que l'autre type d'enfant sera manipulable d'une façon facile par une panoplie de voies de manipulation, ce qui, dans l'enfant, va engendrer une attraction multiple dans différents azimuts, ce qui va engendrer chez lui une tentative ou enfin une impression de déchirement au niveau de la pensée, au niveau de l'émotion. Alors, régulièrement, chez ce type d'enfant, il y aura des voix qui vont lui dire ceci, alors que d'autres voix vont venir contredire les premières voix, et l'enfant sera régulièrement mal pris, c'est-à-dire tiraillé, donc déchiré, entre deux ou plusieurs possibilités d'expression de vie ou d'expression de l'intelligence. La façon dont la pensée se structure, elle se fait comme ceci. Première chose qui apparaît chez l'enfant, c'est l'instinct. Donc, une information supramentale de survie. Pourquoi l'instinct de survie? Parce que si le corps est éliminé, bien évidemment, il n'y aura pas d'expression de l'intelligence supramentale, il n'y aura pas de contact. Il y a un instinct de survie. L'instinct de survie va instruire, donc va tenter des manipulations neuroniques pour obliger une structuration cérébrale qui va permettre au cerveau, donc à l'enfant, de pouvoir cumuler des informations, de pouvoir filtrer des informations, donc sélectionner des informations qui sont pertinentes à sa survie, des informations qui ne sont pas pertinentes à sa survie, et va pouvoir lui permettre de stocker d'une certaine façon les informations qu'il va pouvoir cumuler. Plus l'enfant est dans un cadre sécuritaire et non pas un cadre sécurisant. Un cadre sécurisant, c'est un cadre où l'enfant est toujours en insécurité, souvent parce que l'encadrement est trop sécurisant. Donc, si on est toujours en train de sécuriser l'enfant, d'être trop sur son dos, père poule, mère poule, environnement poule, l'enfant ne vivra pas dans un contexte sécurisé. Si l'enfant vit dans un contexte sécurisé, c'est assez rapide que l'intelligence va sauter l'étape instinct de survie, c'est-à-dire qu'elle va lui donner l'essentiel pour qu'il puisse survivre, et elle va passer maintenant dans une étape instinct de croissance. Dans l'instinct de croissance, il va y avoir le développement des capacités cérébrales de notre enfant et des développements aussi des capacités neuroniques, endocriniennes plutôt, pour pouvoir amener des processus de croissance qui vont permettre à l'intelligence d'être exprimée. Et ça va donner un enfant qui aura beaucoup plus de facilité à jouer dans l'abstrait, à construire, à être créatif, à être créateur,
parce qu'il ne sera pas trop monopolisé, enfin l'intelligence ne sera pas trop monopolisée uniquement au niveau de la structuration des mécaniques de pensée basées sur l'instinct de survie. Donc, dans un contexte de pauvreté, très souvent, la mécanique d'instinct de survie va être privilégiée sur l'instinct de croissance et l'enfant aura de la difficulté finalement à croître du point de vue de sa structure de pensée, du point de vue de son émancipation en tant qu'être humain ou en tant qu'être tout court, parce qu'une grande partie des efforts de l'intelligence vont travailler sur une structuration de pensée qui permet la survie. Survie, dans une société comme la nôtre, équivaut nécessairement, veut dire traverser les rues, veut dire aussi supporter les parents, veut dire supporter tous les stress qui ont tendance à venir piller son espace vital. Ça veut nécessairement dire manger, s'habiller, mais ça veut aussi dire, si possible, s'habiller pour être connu, donc s'habiller comme les autres. Ça veut dire laisser des traces pour être connu, pour être différencié. Ça veut dire apprendre des choses dans le but d'avoir un emploi à un moment donné. Ça veut dire connaître les lois de la jungle de nos sociétés. Alors, ça peut vouloir dire apprendre à voler sans se faire attraper. Ça peut vouloir dire apprendre à écœurer tout le monde ou apprendre à se défendre, même si on n'est pas attaqué, de façon à garantir sa paix. Ça peut vouloir dire énormément de choses qui vont faire en sorte que notre enfant, donc l'adulte qui va en être, qui va en découler, sera un adulte qui sera beaucoup plus basé sur l'instinct de survie que sur des mécaniques qui vont structurer une croissance au niveau des contacts avec l'extérieur, avec autre chose que la pseudo-réalité qui a, dans l'instinct de survie, tendance à toujours attaquer l'être humain. La drogue, l'alcool, la violence, les couteaux, les gangs, etc., sont toutes des mécaniques qui ont été construites à l'intérieur des structures cérébrales de l'enfant, construites à partir du contact entre l'intelligence et le corps physique avec l'obligation d'engendrer des structures de survie performantes. Si on est capable de donner à l'enfant un cadre, donc même en tant qu'adulte, si on est capable de se donner à nous, les adultes, un cadre sécurisé, bien, automatiquement, quel que soit l'âge, c'est plus facile quand on est jeune, ça se fait à tous les âges, quel que soit l'âge, vous allez entreprendre un processus qui sera basé sur l'instinct de croissance. Ça fait partie inhérente de l'humain. On n'a pas à le demander. Quand il y a un cadre suffisamment sécurisé, automatiquement, l'humain commence un processus de croissance. On pourrait dire croissance spirituelle dans certains termes, pour, se faire comprendre. Vous êtes en mode instinct de survie, vous devenez riche, vous avez tout ce que vous voulez, et vous allez commencer à remettre en question les stratégies planétaires. On pourra donc parler de croissance spirituelle, de croissance de conscience, qui est autre chose que la spiritualité, mais ça fait partie du même monde, l'instinct de croissance. C'est inévitable chez l'humain, il va s'arranger pour survivre. Si la survie est garantie, c'est inévitable chez l'humain, il va s'arranger pour pouvoir croître. C'est-à-dire comprendre autre chose que les mécaniques basiques qui vont permettre la survie. L'instinct de croissance va nécessairement engendrer l'instinct de conscience. Donc, quand l'être humain a un cadre qui lui permet facilement une croissance, autre que l'instinct, on ne parle pas de croissance physique, nécessairement, à un moment donné, l'humain, il est fait, va apparaître l'instinct de conscience. Donc, trois types d'instincts au départ, du point de vue de la structuration de la pensée, trois types d'instincts. On a notre instinct de survie, on a notre instinct de croissance, et il y aura l'instinct de conscience qui va apparaître quand celui-là et celui-là sont comblés. Il lui apparaît quand lui, ici, est comblé. Bon. Si à un moment donné arrive une guerre, etc., et que l'instinct de survie n'est pas suffisamment développé pour permettre la survie du corps ou des corps dans le nouveau contexte, ces deux instincts-là, normalement, sont étouffés et l'intelligence recommence à façonner de nouvelles structures cérébrales pour pouvoir ajuster l'instinct de survie aux besoins immédiats. J'ai expliqué dans la dernière conférence que la majorité des êtres humains sur la planète, enfin, au niveau physique, vous avez des corps physiques et vous avez des sens physiques qui vous permettent de survivre dans des conditions qui n'existent plus sur la planète depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Parce que l'être humain est un être mémoriel, il a conservé des stratégies de communication et de relations humaines basées sur des mécaniques sensorielles qui ne sont pas adaptées à notre réalité. Donc, nous avons des muscles qui ne servent pas, nous avons des sens qui ne servent pas, nous avons des ongles qui ne servent pas, nous avons des stratégies de relations entre nous qui sont adaptées à des situations de vie éteintes et disparues depuis quelques 100 à 150 000 ans.
Et de ce fait, pour plusieurs, les humains vont essayer de modeler le monde dans lequel ils vivent pour l'adapter à leurs ressources physiques et psycho-affectives. Alors que pour d'autres individus, ceux qui sont beaucoup plus braqués sur le présent ou encore réellement sur le futur, eux ont tendance à toujours modifier l'environnement et ils essaient à un moment donné de réentreprendre des mutations, disons, astrales, cérébrales et finalement physiques pour modifier le corps physique, modifier les sens physiques et les sens astrovitaliques pour pouvoir créer un nouvel être humain qui sera plus adapté au monde dans lequel il vit, dans lequel il est implanté. Donc, ça veut dire que nous avons, par exemple, si on regarde un exemple assez facile au niveau de la cité de Seth, les personnages utilisent pour communiquer entre eux, communiquer d'ailleurs à travers le temps, d'une cité à l'autre, de Seth of Ça à Seth, ou encore pour communiquer avec les appareils, ils utilisent un équipement qui s'appelle oculotransmetteur. Ça existe réellement dans un homochrone, dans un chronotope particulier. L'oculotransmetteur, c'est un petit appareil très, très, très minuscule qui se place devant un œil. Et l'oculotransmetteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie des informations lumineuses, donc photoniques très faibles, à l'œil. L'œil, par le biais du nerf optique, communique directement avec le cerveau. Et ça permet au cerveau d'être intimement en contact avec l'appareil qu'il contrôle. Ça peut être une unité de transport de surface, ça peut être un avion, ça peut être un robot pour travailler des choses, ça peut être un ordinateur dans la maison. Et le cerveau, donc l'être humain, est intimement au courant de ce qui se passe, de ce qui est capté par les capteurs de la machine et des informations que la machine reçoit. Ça veut dire que, exactement comme vous sentez un malaise sur le pied, vous allez bouger le pied, vous allez sentir qu'il y a quelque chose dans l'appareil, il y a une surchauffe à tel endroit ou que vous allez trop rapidement. Vous allez savoir, de la même façon que vous savez les informations de votre corps, de la même façon, vous allez savoir, vous allez connaître les informations que l'appareil vous transmet. Mais pas avec un tableau, avec des cadrans, avec des sons, où on vous parle. L'être humain est un être qui devra fonctionner beaucoup plus télépathiquement. C'est pas développé, parce que la télépathie ne permet pas la survie. Si on retourne là de cela, quelques centaines de milliers d'années, allons même à 4 millions d'années en arrière, vous êtes quelque part sur le haut d'une montagne et vous observez. L'information qui peut vous amener le plus rapidement disons des alertes au niveau du danger, c'est l'œil. Vous pouvez voir des kilomètres. Vous pouvez voir la Lune, vous pouvez voir le Soleil. Alors, l'œil permet de voir loin. C'est donc le sens qui, cérébralement, sera le plus amené à apporter de l'information au cerveau. Plus de 70% du cerveau traite l'information amenée par l'œil. Ensuite, l'être humain va développer son sens auditif, parce que c'est le deuxième sens qui permet le plus la survie. Et là, on a un 15% à peu près du cerveau qui va décoder les stimuli auditifs. Le toucher va être l'un des sens qui va permettre aussi à vérifier la survie, mais c'est à peine si le cerveau est capable de décoder ce sens. Le goût et l'odorat, très, très, très peu. Chez certains animaux, l'odorat va décoder des choses. Mais l'odorat ne décodera jamais autant que la vue et jamais autant que l'ouïe. Ça veut dire qu'une grande partie de notre surface cérébrale s'occupe régulièrement à décoder l'image. Pour vous donner une idée, si je vous fais entendre une bande audio, je vous fais entendre approximativement une demi-seconde de son. Allez-vous être en mesure de me dire de quoi il s'agit? Non. Si je vous montre une demi-seconde, une photo, un mur, je vous dis fermez vos yeux, puis une demi-seconde, vous les ouvrez, vous les fermez. Vous allez être en mesure de me décrire pas mal plus de choses. Et si vous sentez une demi-seconde quelque chose, vous touchez une demi-seconde quelque chose, vous allez peut-être être capable de détecter chaud, froid, piquant si vraiment ce l'était, vous ne pouvez rien me dire de la chose. L'être humain qui se braque vers le futur doit donc développer des stratégies de pensée qui seront nouvelles. L'oculotransmetteur permet autre chose. Il permet à l'être humain donc d'être capable de décoder les informations qui viennent d'autre chose que de ses sens,
de décoder l'angle de direction des roues, de décoder les déflecteurs, l'angle que vont adopter les déflecteurs pour pouvoir supporter un vaisseau. Toutes les informations. Mais en plus, tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau humain va se passer d'une nouvelle façon qui va permettre à l'oculotransmetteur de transformer ça pour que la machine l'utilise. Alors, sur ma chaise, je suis ici, ma chaise, elle est mécanique, il y a un oculotransmetteur qui est relié à mon œil. Je vous parle, je veux prendre un verre d'eau, la chaise tourne automatiquement et je vais prendre mon verre d'eau. Je reviens ici, je veux regarder là-bas, la chaise se tourne automatiquement, la chaise fait automatiquement partie de mon corps. Comme la tête tourne quand l'œil cherche quelque chose. Ou comme l'oreille chez certains animaux va se placer pour écouter. Mais ça demande des mutations. Et pour les mutations, pour que les mutations s'opèrent, ça demande évidemment un travail qui va obliger une transformation neuronique minimum, mais qui va aussi obliger une transformation de la structuration de la pensée. Ou bien on restera toujours des animaux qui vont être adaptés finalement à un monde disparu depuis quelques 100 000 ans, ou bien progressivement on va prendre la matière physique, la matière vitale, la matière astrale et la matière mentale, et on va, nous, par l'intelligence, être capable de remodeler finalement ces matériaux pour pouvoir les ajuster d'une façon plus réaliste et d'une façon plus efficace et plus utilisable par notre intelligence. Donc, on sait que en 4 millions d'années, l'être humain a à peine changé et il changeait au même rythme que la nature autour de lui. L'être humain a commencé à perdre son poil, etc., dans les régions où il faisait plus chaud. L'être humain a commencé à avoir une peau particulière résistant plus au mélanome, donc au cancer, dans des régions particulières, comme les régions africaines, etc. L'être humain est resté petit, est resté blanc dans les régions plus nordiques parce qu'il avait besoin de recumuler de la chaleur, de ne pas perdre trop de chaleur corporelle. L'être humain a muté biologiquement à travers des millions d'années pour s'adapter à son environnement. Depuis 2000 ans, depuis 30 000 ans en réalité, mais depuis même, on va dire, 2000 ans, l'univers de l'humain, donc l'extérieur, l'environnement, change à un rythme tellement fulgurant que la génétique humaine ne peut pas suivre l'adaptation. De ce fait, nous sommes des animaux implantés dans une société qui ne nous appartient pas du point de vue de ce qu'elle est, et nous sommes par contre de l'intelligence implantée dans l'animal, et nous devons vivre avec un médium, un médiateur très peu performant. Il y a donc le monde actuel, il y a moi l'intelligence, et pour être capable de vivre dans le monde actuel et d'être en communication avec le monde actuel, je dois utiliser un chien. Donc, je me réincarne dans un animal, dans un chien, et je dois essayer d'utiliser d'une façon convenable le monde dans lequel le chien vit. Je serai probablement un animal domestique, ça va rester là. Nécessairement, je vais aller dans l'homme de Cro-Magnon, dans l'homme de Néandertal, dans l'homo sapiens sapiens. Mais encore là, l'homo sapiens sapiens, il est régi par des besoins sexuels. J'ai autre chose à faire. Il est régi par des besoins gustatifs. Et manger, sécurité, manger, comme le chien animal. Il est régi par des besoins de limites territoriales. Il va signer son territoire, comme les loups vont le faire, comme les bisons vont le faire, comme les animaux vont le faire. Il est régi par des besoins de conflit, par des besoins de guerre, par des besoins de se prouver, par des besoins d'être meilleur, par des besoins d'être grégaire, de suivre. Et moi, je descends à l'intérieur de ça et je suis continuellement limité par les besoins planétaires du véhicule que j'emprunte à l'intérieur d'une société qui ne répond pas aux besoins de ce véhicule. Et nécessairement, ça va créer des dissonances régulières à tous les niveaux, dissonances qui devront être supportées par les véhicules planétaires et qui devront monopoliser une grande partie de moi, de mon temps, de mon énergie d'intelligence pour permettre la survie de ce véhicule-là dans un contexte où ça n'a pas de sens. Il vient un moment donné où vous entendez des bruits sans arrêt. L'oreille est supposée décoder les bruits dangereux. Mais dans une ville comme Montréal ou comme Laval, dans plusieurs villes, l'oreille doit arrêter d'écouter. Et l'œil doit cesser de voir. L'odorat doit cesser de sentir. Même dans les aliments qu'on mange, le goût doit cesser de goûter. Alors on épice, on organise autrement, parce qu'en tant qu'animal, on aime ça quand ça goûte. Sauf que le goût, au départ, nous déterminait, non, mange pas ça, mange ça, mais quand il y a juste ça, tu manges ça. Imaginez, vous allez à l'école,
Vos enfants vont à l'école, ils apprennent un peu à gérer leur alimentation, et quand ils arrivent chez vous ou dans leur famille, bien, les parents n'achètent pas ce que les enfants ont appris à l'école. Les parents n'ont pas l'argent, les parents n'ont pas la conscience, les parents n'ont pas le goût. Et c'est sans arrêt une question finalement de survie, une question d'établir son cadre. Et l'intelligence, bref, vous autres, vous devez vous tenir compte de vos limitations biologiques, animales. Donc, l'animal humain. La pensée à l'intérieur de ça va se structurer. Mais pour comprendre sa structuration, vous devez tenir compte de vos limitations animales. Vous avez des besoins que les animaux ont, et une grande partie de votre vie, même si elle sert à vous véhiculer, vous, les êtres intelligents, une grande partie de la vie de l'animal va dominer, donc prédominer sur l'utilisation qu'en fera l'intelligence. C'est important de comprendre que vous habitez un véhicule qui n'est pas adapté, ni au futur, ni au monde d'aujourd'hui, dans notre société ici. C'était bien adapté dans les mondes de guerre. Bon, là, la survie, l'instinct, etc., ça va. Là, l'oreille recommence à prendre son sens. L'œil recommence à prendre son sens. L'olfaction recommence à prendre son sens. Le goûter aussi, on n'a plus les petits plats mijotés. On commence à vivre autrement. Le corps recommence à prendre son sens. On pensait qu'on était pour mourir à moins 15. Mais en temps de guerre, jusqu'à moins 20, moins 30, on s'arrange. Et là, il y a du dynamique. Là, les êtres humains ne veulent pas faire la paix tout de suite. Parce qu'il y a une grosse partie de l'animalité qui reprend le dessus et qui recommence à vivre. Une dissonance régulière entre l'intelligence et le véhicule utilisé, l'homo sapiens. La pensée se structure comment? La pensée va donc se structurer selon un ordre qui est logique, mais d'une logique qui doit répondre à une nécessité, donc à un besoin. La première chose, besoin, sera amené par l'instinct de survie. Donc, la logique de la structuration de la pensée chez l'enfant, et c'est ce qui va modeler finalement la pensée chez l'adulte, va être conçue à partir du besoin de survie. Cette logique va donc être une logique qui sera sélectionnante, une logique qui va sélectionner des choses. Cette logique va sélectionner les choses qui, d'un côté, permettent la survie et qui, de l'autre côté, ne permettent pas, donc nuisent à la survie. Étant donné que la structuration de la pensée va se faire dès le départ sur l'instinct de survie, non pas sur l'instinct de croissance ou sur l'instinct de conscience, il y aura, chez toute forme de pensée, l'apparition dès le départ de l'idée de polarité. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et tout cela va modeler finalement la vision qu'aura l'être humain de son univers, qui dans la réalité n'est pas polarisé. Mais pour l'être humain, il le verra polarisé parce que ça remplit les conditions nécessaires, nécessitées par sa pensée polarisée, pour être capable de cumuler l'information et de la sélectionner. Donc, au départ, on aura structuration, instinct de survie versus ce qui nuit à la survie versus ce qui permet la survie. Et ici, donc, métacognitivement, l'enfant, l'être humain, va créer les stratégies de sélection pour amener des informations ici et pour amener des informations ici. Un, de façon à reconnaître un territoire qui est propice à la survie, de façon à reconnaître un territoire qui ne l'est pas, de façon à reconnaître un ennemi potentiel, de façon à reconnaître quand tu devrais laisser le combat pour te laisser dominer par le plus fort, de façon à être capable de fuir, d'arrêter de fuir, de combattre, de manger, de ne pas manger, d'économiser, etc. Cette sélection-là, les prémices finalement de la structuration de la pensée chez l'être humain, sont la cause de la polarisation de notre vision, parce qu'à chaque fois que vous allez observer l'extérieur, le processus de sélection va entrer en fonction et va déterminer si les informations nouvelles que vous percevez vont être stockées mémoriellement du côté survie ou stockées mémoriellement du côté nuisible à la survie. Pour l'être humain, il y aura ici à fuir et ici à rechercher. Donc, à travers l'évolution du langage, il y aura finalement le mauvais, le mal,
Le méchant, le dangereux, c'est la même chose, et le bon, l'utile, l'aidant, etc., etc. Donc, on va jusqu'à... On n'aura pas le choix de se créer un monde abstrait et concret qui sera sous-tendu par la polarité basée sur la structuration de la pensée qui est dirigée par l'instinct de survie. Ça, c'est une chose. Ça veut dire que chaque fois qu'une information parvient à votre cerveau par n'importe lequel des sens physiques, vitaliques ou astral, il passe par un processus de sélection au départ, sélection qui détermine est-ce qu'il est utile à votre survie ou nuisible à votre survie. Alors, je vous parle un jour d'êtres melchisédiens. Automatiquement, pour certaines personnes ici, ce sont des êtres corrects. Pour d'autres, ce sont des êtres qu'on ne connaît pas, puis on a un petit peu peur. On n'a pas une grosse peur parce qu'on ne les voit pas. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'automatiquement, la sélection est faite. Vous aurez par la suite, en fonction de, et ça c'est parce que vous avez atteint, quelque part, une structuration de pensée basée sur l'instinct de croissance. L'instinct de croissance, elle permet une restructuration métacognitive. Jusqu'à date, ici, le travail se fait uniquement par un terme qui s'appelle de l'accrétion métacognitive. Vous accolez l'information d'un côté, le bon, le survie, ou vous accolez l'information de l'autre côté, dans le méchant, dans le nuisible à la survie. Si vous atteignez la structuration de pensée basée sur l'instinct de croissance, vous allez restructurer une restructuration mineure qui va faire en sorte que si on vous parle d'un nouveau terme, vous rencontrez des extraterrestres. Pour des humains, ils auront peur automatiquement. C'est méchant et dangereux et on se pousse. Pour d'autres, les là, ils vont être prêts à tout leur donner. Quand les Incas, les Mayas, les Incas ont rencontré les Espagnols, c'était la même chose. C'était ou on fuit ou on se met à genoux et on leur donne tout. Ils n'ont pas le choix, la sélection doit se faire. Le travail de sélection s'appelle dissonance cognitive. La dissonance cognitive, pour une structuration de pensée basée sur l'instinct de survie ou de croissance, est un malaise. Et ce malaise-là doit être effacé, éliminé. Pourquoi c'est un malaise? Parce que vous ne pouvez pas vivre tant qu'il y a dissonance cognitive et que vous êtes dans une dissonance basée sur l'instinct de survie. Vous ne pouvez pas être bien tant que vous ne savez pas si l'information nouvelle est nuisible ou bénéfique. Alors, il y a un animal qui arrive devant vous, il sort les crocs, vous allez automatiquement, vous, prendre l'information, fouiller du côté nuisible en premier. L'être humain fouille toujours du côté nuisible en premier. Sa structuration métacognitive l'oblige. Et là, vous allez voir que dans nuisible, il y a l'information que les animaux qui présentent leurs crocs sont nuisibles. Et automatiquement, vous aurez peur. Tout ce qui fait partie du neuf. Vous rencontrez, vous allez dans un autre pays, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met un masque en caoutchouc extrêmement laid, avec des gros boutons, bon. Puis il vous arrive devant vous un soir, là, il fait un petit peu noir. Automatiquement, la peur l'emporte. Tout ce qui n'est pas sélectionnable rapidement par la structure est placé dans nuisible. Question de survie. Si vous fuyez devant un ami, vous n'en mourrez pas. Mais si vous restez présent devant un ennemi, il y a des grosses chances que vous ne restiez pas longtemps là. Lorsque je vous amène des choses neuves, l'être humain va avoir des choses neuves, il place ça ici. Plus il y aura d'informations qui proviennent du côté bénéfique, plus, si vous êtes en mode d'instinct de croissance, plus ce sera faisable pour vous d'aller récupérer l'information qui a été placée du côté nuisible et de la rapatrier progressivement du côté bénéfique. Donc, vous allez être capable d'apprendre à ne plus avoir peur ou à ne plus rejeter des choses. C'est un processus de restructuration. C'est un processus qui est, pour l'être humain, pénible. La majorité des gens fuient la restructuration et essaient de faire de l'accrétion. Donc, si par exemple un jour,
un personnage arrive dans une église tout vêtu de noir, les gens vont faire une accrétion immédiate, le mal. Si la personne vient prouver qu'elle est envoyée, par exemple, par leur Dieu et qu'elle est bonne, qu'elle est blanche, les gens vont dire, écoutez, habillez-vous donc en blanc si vous êtes bon. Pourquoi vous insistez pour vous habiller en noir avec un masque? On va dire, non, si je me mets en blanc, vous n'aurez plus peur. Ben, si vous me mettez en blanc, ça va être clair. Oui, mais c'est aussi clair. C'est pas parce que je suis habillé en noir avec un masque et que j'ai mis des cornes que je suis méchant. Mais là, ça oblige une restructuration. Les gens vont préférer que la personne s'habille en blanc, pas de cornes. Ça permet l'accrétion, et là, la personne s'habille en blanc. Les gens vont dire, bon, il est à temps. C'est facile pour eux de l'accepter. Si c'est quelqu'un de méchant qui s'habille en blanc, pas de problème, il va faire partie du côté bénéfique, par accrétion. Et ça va être long avant qu'on finisse par la mettre du côté noir, qu'elle fait du mal. Il va falloir qu'elle en fasse du mal. Quand les curés faisaient du mal, violaient des enfants, violaient même des femmes, volaient carrément, travaillaient à nuire à un tel, puis à un tel autre, puis manipulaient quelqu'un pour qu'il vienne réparer le clocher, puis ils faisaient du mal. Mais les gens ne pouvaient pas faire une restructuration. Donc, ils le laissaient du côté du bon, même si on avait les preuves que ce personnage-là n'était pas correct. Et c'est fréquemment et régulièrement comme ça. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le curé est placé ici et ici. Donc, du côté nuisible et du côté bénéfique. Ce qui engendre des dissonances cognitives de plus en plus majeures chez plusieurs personnes qui ne savent plus. Et là, si vous dites, je suis un prêtre, je veux le bien. Ah, pas sûr! Je suis un prêtre, je veux le mal. Ben oui, non, tu es un prêtre, tu peux pas. On peut pas. Et nécessairement, ça crée un contexte où la survie de l'être humain est remise en question. Parce que vous ne pouvez plus, votre structure de sélection, qui arrive chez plusieurs personnes, n'est plus apte à sélectionner, donc à garantir votre survie. Une façon de régler le problème, c'est de vivre une différence de potentiel majeur. Un gros conflit, une grosse guerre, un gros scandale. Le scandale met de l'ordre là-dedans. Alors, les personnes qui ne vivent pas de guerre, de gros conflits, vont rechercher les scandales. On a ça aux États-Unis, on a ça en Angleterre, on a ça dans plusieurs pays où le peuple veut des scandales. On en espère pour mettre de l'ordre. Maintenant, ce qui arrive, au niveau de la structuration de votre pensée, je veux que vous compreniez que vous n'avez pas le choix de ça. Si à un moment donné, on entre chez vous de l'information qui va être une feuille d'arbre, par exemple. On va en faire une autre, une qui est plus belle, moins polluée, bon. Celle-ci est un petit peu amochée, oui. Une feuille d'arbre. La feuille d'arbre entre dans vos sens, est sélectionnée par le sélecteur d'instinct de survie, peut être considérée comme étant bénéfique. Bénéfique, ça ne veut pas dire neutre, il n'y a pas de neutralité. Ça veut dire bénéfique mineur ou maléfique mineur. Donc, si on voit un champignon comme la manite phalloïde, pour ceux qui connaissent, c'est du côté négatif, c'est-à-dire mangez-en pas, vous allez mourir. Bon. Mais il y a des filtres, c'est négatif. C'est pas dangereux tant qu'on ne me force pas à en manger. Et votre instinct de survie vient de déclarer ça dangereux. Vous ne partez pas en courant parce que vous savez que ça ne peut pas vous manger. Ça ne peut pas vous courir après, ça ne peut pas vous attaquer. Mais si c'est un serpent venimeux, il y a des chances que plusieurs partent en courant. Donc, si vous ne partez pas en courant, il y a des chances que vous partez en courant pareil. Après. Vous allez courir moins longtemps. Bon. La feuille entre donc dans le sélecteur qui détermine bénéfique. Tout ce qui n'est pas maléfique est bénéfique. Ce qui n'est pas bénéfique est maléfique. Il y a un sélecteur ici qui va décider. La feuille entre ici. En entrant ici, la feuille, elle est obligée, l'information de la feuille, pour garantir. Le bénéfique, là, c'est ce qui va vous permettre d'entrer en communication avec le monde de façon à vous diriger dans le bon sentier, éviter les épineux, puis aller manger les bonnes salades. Donc, la feuille doit être marquée quelque part. Elle doit être placée dans votre structure mémorielle selon un ordre précis qui va vous permettre, en cas de besoin, donc en cas de survie, c'est le besoin fondamental, de retrouver l'information. Donc, la feuille, l'information feuille, ne peut pas être placée n'importe où. Elle ne le sera pas. Ce qui veut dire qu'on va rechercher des associations mémorielles. L'information feuille va être placée avec l'information arbre, avec l'information forêt, jardin, avec différents types d'informations.
Mais la feuille ne sera pas placée avec l'information chevreuil. Parce que vous allez ramasser des chevreuils, des informations, qui vont toutes être placées dans un schéma chevreuil, et qu'à un moment donné, vous allez voir un chevreuil manger des feuilles, là, vous allez être obligé, question de survie, de comprendre ce qui se passe. Et vous allez créer une passerelle métacognitive entre les chevreuils et les feuilles. Ça va vous permettre en termes de survie de comprendre que le chevreuil mange les feuilles. Quel intérêt ça a au niveau de la survie? Énorme. Ça ne vous mangera pas. Et de là, on va finir par se faire un classement herbivore et carnivore. Et dans le carnivore, il y aura encore des sous-classes. Tout ça est basé sur une seule chose, la survie. Donc, on doit comprendre qu'au départ, la structuration de la pensée est fondamentalement basée sur la survie. Toutes les informations que vous cumulerez seront structurées en fonction de la survie. Pour la majorité d'entre vous, le phénomène supramental est structuré et classé, enregistré, mémorisé, placé en fonction de la survie. Le phénomène extraterrestre, le phénomène de conscientisation, survivre. Mais ça crée de fâcheux problèmes. Parce qu'il y a énormément d'informations qui ne peuvent pas être abordées dans le contexte de la survie. Elles doivent, ces informations-là, être abordées dans le contexte de la conscience, dans le contexte de la croissance à un moment donné, dans le contexte de la conscience, dans le contexte de l'existence, de l'existentialité, dans le contexte finalement d'un continuum, mais pas dans le contexte de la survie. La réincarnation, quand ça a été découvert et enseigné à l'être humain, ça a été structuré dans le mode de compréhension en fonction de la survie. Ah, ben ça veut dire que si je meurs pas. Et non pas dans un contexte de croissance. Ah, ça veut dire que quand j'ai pas le temps là, je continue là. Et pas dans un contexte de conscience qui amène l'autre idée que je vis de bord tout le temps, en même temps partout. Mais vu que c'est abordé dans un contexte de survie, l'être humain va donc le classer en fonction de la survie. Son programme de classification est un classement survie. Et lorsqu'il aura à utiliser les informations pour modeler son sort, pour changer sa vie, ce sont toujours des informations qui seront et resteront modelées en fonction de la survie. Acquérir de l'argent, c'est structuré en mode survie. Acquérir des biens matériels, c'est structuré en mode survie. Acquérir des amis, c'est structuré en mode survie. Avoir un conjoint, une conjointe, on va se battre pour le territoire, ce ne sera pas long. Structuré en mode survie, ce qui va engendrer la jalousie, ce qui va engendrer un paquet de choses du genre. Donc, au départ, l'instinct de croissance va filtrer en premier les informations qui vont être amenées à l'être humain. Et ils sont donc classés en fonction de permet la survie, nuit à la survie, d'où l'élaboration dès le départ du processus de vision polarisée, le bien et le mal, qui n'existe pas, mais qui est essentiel pour l'homo sapiens sapiens, pour l'animal. Ensuite, toutes les informations qui vont entrer chez vous seront amenées et seront classées, placées, mémorisées ou rejetées en fonction des mécaniques de survie. Pourquoi on va dire à un être humain qui apprend des choses, s'il ne sait pas ce que ça peut lui rapporter que d'apprendre ces choses-là, il aura de la difficulté à les apprendre. Il ne les retiendra pas longtemps. Il ne les utilisera pas. Pour la simple raison que ça ne démontre pas la survie. Et démontrer la survie veut dire tout ce qui peut aller tout ce qui peut contrer finalement la mort. Donc, c'est extrêmement important de comprendre. La structuration de la pensée est obligatoirement, au départ, structurée par l'instinct de survie. Toutes les informations que vous allez entrer vont être nécessairement placées dans votre mémoire pour garantir votre survie. Et ça, c'est un principe qui doit être compris. C'est une limitation chez l'humain tirée de l'idée du corps physique et de son besoin homo sapiens de survie, et on n'y échappe pas. Chaque fois que vous allez dans un magasin pour acquérir quelque chose, c'est toujours sélectionné en fonction de votre survie ou comment contrer. Quand l'être humain arrive à l'instinct de croissance, quand sa survie est assurée, il y a une nouvelle structuration dans la pensée qui va commencer à s'instaurer.
Cette structuration dans la pensée va donc tenter de modifier les structures métacognitives de départ, les structures de la pensée, pour éliminer le filtre sélecteur qui détermine au départ bien et mal, c'est-à-dire ce qui permet la survie et ce qui l'empêche. Il va essayer, je dis bien, parce qu'il ne réussira pas. L'instinct de croissance ne réussira pas. Mais l'instinct de croissance va engendrer une méthode de restructuration des schémas, donc des mémoires que vous aurez déjà accumulées, de façon à vous amener à gérer ça d'une autre façon. Et c'est là que l'être humain qui passe de l'instinct de survie à l'instinct de croissance va commencer à se poser des questions qui n'ont pas nécessairement trait à la survie. Mais étant donné que la restructuration de la structure de la pensée basée sur l'instinct de survie ne peut pas être faite à ce niveau-là, l'humain va quand même toujours être obligé de refiltrer, non plus uniquement l'information qu'il perçoit de l'extérieur, mais aussi l'information qu'il va auto-générer de l'intérieur. Donc, ses réflexions. Alors, l'humain a toujours été basé à accumuler ces informations sur l'instinct de survie, ça va. À un moment donné, sa sécurité est assurée. Et là, il commence à poser d'autres questions. Pourquoi on vit? Et il va automatiquement essayer de sélectionner cette question-là, est-ce qu'elle fait partie de la survie ou non? Et automatiquement, il va essayer de répondre en fonction de la survie. Et donc, il va créer des réponses qui vont permettre un support à sa question dans le contexte de la survie. Et ça pirate totalement l'utilisation que nous, les êtres intelligents, on veut faire de ces véhicules. Chaque fois que moi, l'intelligence, j'envoie une information à mon véhicule planétaire pour lui permettre une relation avec le monde actuel, il y a des sélecteurs au niveau de la pensée qui vont vérifier est-ce que ça permet la survie ou non. Si c'est oui, ça va entrer, et ça va entrer, être fractionné et placé en fonction des mécaniques d'implantation de la mémoire dans la pensée basées sur la survie. Et encore une fois, l'ajusteur de pensée, c'est peut-être la seule façon de s'en sortir. Survie. Alors qu'on doit arriver à un instinct de conscience qui va considérer la mécanique dans un continuum, donc dans un tout, où il n'y a plus de polarité possible. Mais dans la pensée de l'humain, il y a et il restera de la polarité tant que l'être humain n'aura pas su remodeler totalement sa structure d'acquisition de l'information et sa structure de mémorisation de l'information. Pour comprendre, parce que la deuxième partie, je vais vous parler des unités de communication que l'intelligence, donc vous autres, avez l'obligation d'utiliser pour être en contact avec le monde actuel, monde que vous appelez la réalité. Donc on a vu, lorsque l'être humain va voir une feuille, il va sélectionner au départ est-ce que c'est dangereux ou pas, donc permet la survie ou ne permet pas la survie. Ensuite, il va devoir la placer en catégorie. Il n'a pas le choix. Quel que soit le degré d'intelligence de l'animal, du lézard à l'animal humain, il va le placer en catégorie. Catégorie qui va lui permettre de comprendre, de mieux comprendre si ça nuit ou pas à la survie. Porc-épic, il va le placer. Dangereux, pas dangereux. À vitesse qui court, etc. Blablabla. C'est comestible, on peut le manger même quand c'est cru. Donc, on va le placer dans un côté survie. Mais à l'intérieur, il y aura ces petites épines. Les épines vont être placées du côté dangereux à la survie. Et il y a des passerelles qui vont permettre au gestionnaire, donc en l'occurrence à l'être humain, de pouvoir comprendre le porc-épic, de pouvoir établir les parties qui sont dangereuses. Si les passerelles ne sont pas constituées, celui qui voit le porc-épic et qui y touche et qui se fait mal, va automatiquement le détester parce qu'il est dangereux. 2 semaines après, il voit un porc-épic qui arrive de face, donc c'est moins dangereux, ou un porc-épic qui est déjà mort, il peut le manger et il va considérer que le porc-épic est bénéfique. Mais chaque fois qu'il va voir un porc-épic, il ne peut pas dire le porc-épic, il est bénéfique parce que, et dangereux parce que. S'il n'y a pas de passerelle d'établi, c'est soit l'un, soit l'autre. Un jour, le même enfant, le même être humain, arrive pour traverser une planche dans un chantier de construction, et s'il n'y a pas de passerelle, dépendamment s'il est branché là ou là, il va arriver en disant « Ah, regarde, bien ça je peux faire. » Il va y aller en jouant, se casse la gueule. S'il est branché de ce côté-ci, il va arriver « Oh non, non, traverse pas là, c'est dangereux. » Et c'est pas l'expérience qui lui amène ça. Celui qui lit ici, et c'est souvent ce que l'humain fait avant de lire ici, en mode survie. Dans nos sociétés, tout à l'heure on l'a vu, ça devient piraté. Ben, il devient plus pissou, plus prudent, et il vit normalement plus longtemps. Bon.
Là, votre pensée, ça veut dire que chaque fois qu'une information extérieure entre, ce que j'appelais à un moment donné une exformation, et chaque fois qu'une information intérieure, donc suite à l'instinct de croissance, vous allez commencer à restructurer les mécaniques d'acquisition et vous allez remoduler les liaisons, donc refaire des passerelles, vous allez donc avoir des réflexions. La pensée amène l'information. La réflexion, c'est lorsqu'on remodèle la pensée, on fait du ménage, on place. Mais chaque réflexion devient une information qui sera sélectionnée et votre structure va automatiquement devoir décider si c'est bon ou mauvais. Il faut l'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'information que vous cumulez actuellement et depuis votre naissance, il y a un sélecteur au niveau de l'instinct de croissance, de survie, qui va déterminer la polarité de l'information. Ensuite, il y a des mécaniques cérébrales, des mécaniques métacognitives, des mécaniques de pensée, créées par l'instinct de croissance, si vous êtes suffisamment sécurisé, qui vont maintenant établir des passerelles entre le bien et le mal, qui vont engendrer des nuances. Et ces passerelles-là vont aussi, il va y en avoir plusieurs établies à l'intérieur même du côté bénéfique et à l'intérieur du côté qui était considéré comme nuisible à la survie, donc maléfique aussi, dans différents termes, dépendamment de la valeur des informations qu'on aura cumulées. Et ensuite, si on a une croissance qui est suffisante, avec une sécurité suffisante, va apparaître l'obligation, c'est une mécanique chez l'humain, l'instinct de conscience. L'instinct de conscience, elle, va aussi remodeler par restructuration la façon dont vous faites votre croissance, la façon dont vous utilisez les informations acquises par la structure d'instinct de survie, et ça va remodeler aussi votre façon de créer les passerelles et de les utiliser. Ce que je veux que vous saisissiez avant la deuxième partie, c'est que les informations que vous recevez, les informations que vous gérez vous-même, que vous générez vous-même, n'ont pas le choix d'être au départ, avant même que vous puissiez les stocker chez vous, n'ont pas le choix d'être étiquetés bon, mal. L'instinct de survie a des sélecteurs et l'intelligence travaille avec ces sélecteurs-là au début. Assurez votre survie. Alors, vous aurez des bons amis, vous aurez des mauvais amis, vous aurez des ennemis, vous aurez des amis, vous aurez des gens neutres. Les gens neutres font partie du bon côté, jusqu'à preuve du contraire. Pour la majorité des gens, ou font partie du mauvais côté. On peut aller jusqu'à une paranoïa évidente, parce que tout est structuré du côté nuisible à la survie. Si je vous donne un mot, chronograde, automatiquement, vous partez en processus de recherche. Dépendamment des informations que vous avez au niveau de la sémantique, vous allez être capable de trouver ce que veut dire chronograde. Certaines personnes vont essayer, et si je dis on peut être chronograde, c'est une chose, ou encore, faites attention si vous rencontrez un chronograde. Si je dis faites attention, automatiquement je mets en état d'alerte le sélecteur, et au départ, s'il ne sait pas c'est quoi un chronograde, mais qui a entendu le mot attention, il va le placer dans le côté maléfique, donc nuisible à la survie. Et progressivement, en étape de croissance, vous allez peut-être finir par être capable, plantigrade marche sur la plante des pieds, rétrograde marche vers l'arrière, et chronograde marche à travers le temps. Bon, vous allez être capable à un moment donné de pouvoir nuancer. Mais l'être humain qui arrive à l'instinct de croissance, du point de vue de la structuration de sa pensée, est le seul qui peut nuancer. En instinct de survie, il n'y a pas de place pour la nuance. L'ennemi est un ennemi ou il n'est pas un ennemi. Celui qui n'est pas mon allié est automatiquement mon ennemi. En instinct de survie, chez l'animal comme chez l'être humain, il n'y a pas de place dans le processus de la pensée pour qu'une nuance puisse être établie. D'où l'importance fondamentale au départ pour tout le monde d'établir autour de lui un cadre de sécurité. Un cadre de sécurité qui peut être établi de deux façons. Combler nos besoins, nos recherches en sécurité, ou changer notre vision du monde, changer nos besoins de la sécurité. Quand ça c'est fait, là, on arrive à l'instinct de croissance qui va nous permettre une restructuration de notre métabolique cérébral pour nous permettre d'établir des passerelles entre les deux côtés, donc le bien et le mal,
pour engendrer la mécanique des nuances. Les nuances vont uniquement permettre à l'être humain de pouvoir établir l'échafaudage de sa croissance pour, par la suite, pouvoir la consolider. Et ça amène l'humain à l'instinct de conscience. Le gros de l'idée, c'est que chaque fois que vous pensez, vous n'êtes pas maître de l'endroit où va être stockée la pensée, et vous n'êtes pas maître non plus des valeurs qui vont être étampées sur chacune de vos pensées. Chaque fois que vous percevez de l'information, vous n'êtes pas là non plus maître de l'endroit où va être stockée l'information. De ce fait, on va par exemple dire un discours qui est très blanc, très bénéfique, les gens l'écoutent, les gens sont ravis, et 2 semaines après, il y a des gens qui ne sont pas convaincus de la bonne foi de l'orateur. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des choses bien dangereuses dans ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix de la sélection. Je dis souvent aux personnes des conférences, ce n'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que vous entendez et comprenez, dépendamment du sélecteur. Mais ça veut dire, je le redis, que vous devez mettre en doute d'une façon consciente, intelligente, en êtres qui comprennent les mécaniques de la structuration de la pensée. Les pensées que j'ai au départ ont été étampées par mon sélecteur basé sur l'instinct de survie. Ensuite, par des modulateurs basés sur l'instinct de croissance. Bon, ça n'en parle pas trop là, mais on en viendra. Ce qui est important, ça veut dire que chaque fois que vous allez travailler avec la pensée, vous allez devoir aller à la pêche à l'information. La pêche à l'information va vous amener ici, côté nuisible à la survie, donc péjoratif, négatif, noir, mauvais, méchant, etc., et à fouiller du côté bénéfique pour la survie. Chaque fois que vous voulez entreprendre une démarche dans votre vie, le sélecteur basé sur l'instinct de survie a priorité. Vas-tu te casser la gueule ou pas? Tu bien ou tu pas bien? Tu es correct ou tu pas correct? Vas-tu perdre ce que tu as? Ben non, vas-tu en avoir plus? Il est sûr de ton coup. Puis nécessairement, ça se promène là-dedans. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous, votre sélecteur, quand vous avez des idées, quand vous voulez entreprendre quelque chose, c'est des informations qui viennent de l'interne. Provenant de l'interne, ça va être remis en question sans arrêt ici, au niveau du sélecteur bien mal. Sélecteur basé sur l'instinct de survie. Je devrais faire ceci. On amène ça ici, on vérifie ici. On trouve des comptes. Oui, mais tu pensais à ça. Ah, ça a de l'allure. On amène ça ici, on amène ça ici. On trouve des plus. Ouais, mais quand même, n'empêche que, parfait, on amène ça ici, on vérifie maintenant. Jusqu'à temps que la dissonance cognitive soit éteinte. Ce qui n'arrive pas. L'être humain n'est pas bâti. Ça, c'est pour la survie. Je vous répète, il n'y a pas de dissonance cognitive éteinte chez un être humain qui est en mode de survie. Il y a un lion qui arrive devant vous. C'est dangereux ou pas? Ça n'a pas le temps. L'instinct de survie va avoir priorité. Tu pousses en criant, peut-être pour rien, il est empaillé, mais tu survis. Par la suite, vous avez besoin de survivre aux yeux de vos pères, dans l'entourage. C'est poussé en criant, puis c'est un lion empaillé. T'as-tu l'air fou, t'as-tu l'air folle? L'instinct de survie encore embarque là, à d'autres niveaux. Là, on va essayer d'excuser, de mentaliser, de trouver des affaires, ou bien, à un autre niveau, faut-tu être niaiseux de mettre des lions empaillés de même? Bon, parce que c'est pas de ma faute, c'est l'autre épais. Bon, chacun a sa façon de survivre. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque fois que vous pensez, c'est filtré dans le sélecteur, ça vient se pointer ici, et ça va jouer énormément sur votre expression d'intelligence dans les véhicules planétaires. Dans la deuxième partie, ben, c'est ça qu'on va expliquer. Alors, je reviendrai. Il y a des petites nouvelles, des messages, des